Un couple allemand s'était lancé dans une aventure romantique d'escalade dans les Alpes suisses. Mais ils ont été confrontés à un accident brutal. Et un seul était revenu, à peine vivant, et à jamais transformé par ce qui s'est passé sur ce sommet gelé. Pendant 2 décennies, la famille de Petra Kruger a accepté qu'elle aurait été perdue dans l'étreinte cruelle de la montagne. Puis le changement climatique a déclenché une avalanche catastrophique qui a révélé des secrets que le glacier avait cachés et a conduit les enquêteurs à découvrir des preuves de quelque chose d'impensable. La lourde porte en chêne de l'Alpengasthof Edelwitz n'était pas conçue pour être ouverte délicatement, mais elle n'avait jamais été ouverte, avec une force aussi désespérée et glaciale. En cette soirée de fin août 2002, la rafale de vent qui déchira le lodge confortable était assez tranchante pour éteindre les bougies, apportant avec elle une volée de neige et un homme qui ressemblait plus à une apparition qu'à un invité. Il n'est pas entré en marchant, mais s'est plutôt effondré sur le seuil, une forme déchirée de bleu et d'orange contre le bois chaud de l'entrée. La demi-douzaine de clients et le propriétaire du lodge, un homme corpulent nommé Klaus, se figèrent, leur conversation tranquille, et leurs verres, qui tintent, réduisent au silence par la vue brute de cet homme. C'était Stefan Fischer, ou ce qu'il en restait. Son visage était un masque horrible de brûlure, du vent et d'engelure, ses lèvres craquelées et bleues, sa barbe recouverte de glace. Ses mains sans gants étaient enflées et sérieuses, un signe révélateur d'une exposition grave. Il trébucha en avant de quelques pas. Ses mouvements maladroits et non coordonnés, son équipement d'alpinisme high-tech, paraissent battus et abusés. Il essayait de parler, mais le seul son qui s'échappa de sa gorge fut un halètement sec et râlant. Il avait 31 ans, mais en paraissait des décennies de plus, vieilli par une épreuve gravée dans chaque ligne de son visage gelé. Klaus fut le premier à réagir, se précipitant en avant et attrapant l'homme avant qu'il ne tombe. « Mangeot », murmura-t-il, sentant le froid profond qui émanait du corps de Stéphane, même à travers l'épaisse veste. Lui et un autre client transportés à moitié. Traînèrent à moitié, l'homme tremblant vers la grande cheminée en pierre qui dominait la pièce. Ils enlevèrent à ses couches extérieures, raides, tandis que la femme du propriétaire se dépêchait avec d'épaisses couvertures de laine et une tasse de thé fumante que Stéphane était physiquement incapable de tenir. Alors que la chaleur commençait à s'infiltrer en lui, ses tremblements s'intensifièrent en spasmes violents et incontrôlables. Et à travers le claquement de ses dents, il parvint finalement à former des mots. Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour quelqu'un d'autre. Petra, s'étrembla-t-il, ses yeux grands ouverts et vides, fixant au-delà des visages inquiets vers le feu. Petra, elle est partie. La gendarmerie locale fut convoquée depuis le village voisin. 2 officiers, habitués à traiter avec des randonneurs perdus et des accidents de ski mineurs, arrivèrent pour trouver une scène d'urgence contrôlée. Stéphane, maintenant enveloppé dans des couches de couverture et ayant été soigné par un médecin local qui avait confirmé de graves engelures et l'épuisement, était suffisamment cohérent pour donner son récit. Assis à une lourde table en bois, ses mains bandées reposant inutilement sur ses genoux, il raconta les événements des derniers jours. Sa voix était rauque, évidée par le chagrin et l'air alpin mordant. Il leur raconta tout. Lui et sa petite amie, Petra Kruger, 28 ans, étaient aux dégrimpeurs expérimentés. Ce voyage dans les Alpes était censé être un point culminant de leur été. Une ascension difficile, mais gratifiante. Ils avaient en fait bon temps, le temps se maintenant magnifiquement, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Haut sur un plateau glaciaire, le ciel s'était retourné contre eux avec une rapidité choquante. Un matin,
bleu serein, s'était transformé en un voile blanc aveuglant. Il décrivit la neige, non pas comme tombant, mais comme une force horizontale et malveillante, effaçant le ciel, le sol et l'espace entre les deux. La visibilité était tombée à quelques mètres seulement. Ils étaient encordés ensemble, se déplaçant prudemment quand le sol, sous Petra, avait simplement disparu. La voix de Stéphane se brisa, alors qu'il décrivait la secousse écœurante de la corde, le poids de son corps soudainement disparu. Il avait été tiré en avant, cherchant désespérément une prise sur la glace, mais elle était partie. Il avait crié son nom dans le vent hurlant, le son avalé par la tempête. Il avait rampé jusqu'au bord du trou où elle avait disparu. Une gueule sombre et bleu profond, dans l'étendue blanche, une crevasse cachée par une couche fraîche de neige. Il avait appelé et appelé sa voix éraillée, mais la seule réponse était le cri du vent. Il n'y avait aucun son venant d'en bas, aucun cri à l'aide, rien. Il savait qu'il ne pouvait pas descendre après elle. Cela aurait été un suicide. La tempête était maintenant un blizzard à part entière. Sa seule chance, expliqua-t-il, était de survivre. Il avait utilisé son piolet pour creuser une caverne de neige désespérée, un abri de la taille d'un cercueil contre le vent. Et s'était blotti à l'intérieur pendant ce qu'il pensait être 2 jours, dérivant entre conscience et inconscience. Sa nourriture épuisée, son espoir diminuant à chaque heure qui passait. Quand une brève pause dans le temps est finalement venue, il a trébuché pour redescendre la montagne. Un voyage épuisant et à moitié lucide vers la civilisation. Les officiers écoutèrent attentivement leurs visages sombres. L'histoire était terrifiante. Mais tragiquement, ce n'était pas une histoire inconnue dans ces montagnes. Tout dans l'état de Stéphane, les engelures, la déshydratation, le traumatisme psychologique évident, corroboraient son récit déchirant. Il n'y avait aucune raison de douter de lui. C'était la réalité brutale des Alpes. Avant la fin de la nuit, un rapport officiel de personnes disparues fut déposé pour Petra Kruger. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle fut mobilisée pour commencer dès les premières lueurs. Et dans un bureau tranquille et stérile, l'un des officiers passa l'appel le plus difficile de tous. À des kilomètres de là, dans une banlieue allemande paisible, le téléphone sonna dans la maison des Kruger. La sœur de Petra Simonard répondit. Son monde sur le point d'être irrévocablement fracturé par la nouvelle que sa sœur avait été emportée par la glace. Au premier soupçon de l'aube, l'air à la base des Alpes était rempli d'un bourdonnement mécanique et déterminé. L'opération de recherche et de sauvetage pour Petra Kruger fut lancée avec toute la force du protocole alpin. Un hélicoptère ultramoderne, ses rotors tranchant l'air mince et glacial, décolla d'une zone d'atterrissage improvisée, transportant une équipe de sauveteurs chevronnés. C'étaient des hommes qui comprenaient en la montagne, non pas comme une carte postale pittoresque, mais comme une entité vivante et respirante, d'une nature impitoyable. Ils étaient tus d'équipements lumineux et fonctionnels, leurs visages affichant un professionnalisme sombre qui parlait d'innombrables missions similaires, certaines réussies, beaucoup non. La zone de recherche était vaste et traîtresse. Depuis les airs, le plateau glaciaire que Stéphane avait décrit était un paysage marin, chaotique de vagues gelées, une étendue aveuglante de blanc fissuré, de d'innombrables lignes bleu foncé, des crevasses. Chacune était une tombe potentielle. Les conditions au sol étaient exactement comme Stéphane l'avait rapporté. Une épaisse couche de neige fraîche recouvrait tout, masquant les véritables dangers du paysage. Elle était instable, sujette au mouvement, et rendait chaque pas un risque calculé. Les équipes de recherche déployées au sol se déplaçaient avec une lenteur minutieuse, sondant la neige devant eux avec de longues perches,
leur souffle formant des panaches dans le froid. La montagne travaillait activement contre eux. Pendant 2 jours, la recherche ne donna rien. Les équipes se concentrèrent sur le quadrant que Stéphane avait indiqué, une recherche en grille épuisante dans des températures extrêmement basses. Ils cherchaient n'importe quel signe, un morceau de tissu, un équipement abandonné, un gant, n'importe quoi qui réduirait la recherche de kilomètres à mètres. Mais le blizzard avait été brutalement efficace, et façon l'ardoise. La montagne gardait ses secrets étroitement. L'ambiance au camp de base, initialement crépitante de l'énergie, de l'effort, de sauvetage, commença à devenir sobre et angoissée. C'est le 3e jour qu'une communication inattendue arriva, non pas de la montagne, mais du monde extérieur. Un courriel atterrit dans la boîte de réception de la gendarmerie locale. Il venait d'un couple allemand, Heinrich et Greta Schmidt, qui avaient été en vacances dans la région la semaine précédente. Ils avaient vu un bref reportage sur la grimpeuse disparue, et le nom, Petra Kruger, les avait marqués. Ils avaient joint une photographie numérique au courriel. Les autorités ouvriraient le fichier. Là sur l'écran se trouvait l'image d'un couple vibrant et souriant, encadré par les mêmes sommets majestueux que les sauveteurs parcouraient maintenant. À gauche, une femme aux cheveux blonds foncés et au sourire lumineux, portant une veste rose et violette distinctive. À droite, un homme avec un bonnet rouge, son bras autour d'elle, levant un piolet dans un geste de pure joie. C'étaient Petra Kruger et Stéphane Fischer. Dans leur courriel, les Schmitz expliquaient le contexte. Ils étaient des photographes amateurs et avaient de fait de la randonnée près d'un départ de sentier quand ils avaient croisé le jeune couple. Ils avaient échangé des plaisanteries, remarquant le temps parfait. Stéphane et Petra étaient si pleins de vie et d'excitation qu'Heinrich avait proposé de prendre leurs photos avec son nouvel appareil photo numérique. C'était un moment fugace et heureux. 2 groupes d'étrangers se connectant brièvement par un amour partagé pour les montagnes. Ils avaient échangé des adresses e-mail promettant d'envoyer la photo. Maintenant, ils l'envoyaient à la police avec leurs condoléances et prières les plus sincères. La photographie fut un coup de poing pour les enquêteurs. C'était un horodatage poignant des derniers moments de normalité, un fantôme de quelques heures seulement avant la tragédie. Elle était immédiatement inestimable. Elle confirmait les vêtements et l'équipement exact qu'ils portaient, des détails qui pourraient être cruciaux pour les observateurs. Mais plus que cela, elle servait de rappel brutal et déchirant de ce qui était perdu. Une copie fut imprimée et épinglée au tableau des opérations au camp de base, un témoignage silencieux de l'objectif de la mission. Pendant ce temps, Stéphane, contre l'avis médical, refusait de rester inactif. Ses mains étaient lourdement bandées, son visage encore à vif, des engelures, mais un feu brûlé dans ses yeux. Il insistait pour pouvoir aider. Il ne pouvait pas rejoindre les équipes au sol, mais il fut emmené dans l'hélicoptère. Depuis les airs, survolant le paysage terriblement uniforme, il pointait vers le bas sa main bandée tremblante. « Là, dit-il, sa voix tendue. Le terrain semble correct. Je pense que c'était l'une de celles-là. » Il indiquait un groupe de grandes crevasses, sa mémoire brouillée par le traumatisme et le voile blanc désorientant. Son chagrin était palpable, son désespoir de la retrouver brute et convaincant. Les sauveteurs prièrent de ces informations, concentrant leurs efforts sur les crevasses spécifiques qu'il avait mises en évidence. Mais le paysage avait été modifié par la tempête, et la certitude était un luxe que personne n'avait. Peu après, une petite voiture de location se gara sur le parking du lodge. Une femme en sortit, ses mouvements raides d'anxiété. C'était Simona Kruger. Elle avait conduit toute la nuit,
un voyage frénétique et sans sommeil alimenté par un espoir terrible. Elle était l'image miroir de sa sœur sur la photographie, mais son visage était gravé d'une peur qui était l'opposé polaire de l'expression joyeuse de Petra. Elle chercha immédiatement le chef des sauveteurs, ses questions se déversant. Avant-ils trouvé quelque chose? Était-il possible qu'elle allait les survécuer à la chute? Petra était forte, expliqua-t-elle. Elle était une grimpeuse expérimentée. Elle avait son sac, son équipement, elle aurait pu faire un abri. La présence de Simona Kruger ajouta une nouvelle couche de tragédie humaine à l'opération procédurale. Elle restait assise dans le lodge pendant des heures, son regard fixé sur la montagne, une tasse de café non touchée, refroidissant dans ses mains. Elle et Stéphane parlaient à voix basse et douloureuse. Ils étaient unis dans leur veillée, deux personnes liées par leur amour pour Petra, attendant un miracle d'une montagne qui en donnait rarement. Mais le miracle ne vint jamais. Après 8 jours de recherche implacable, l'opération atteignit sa conclusion inévitable. Le chef des sauveteurs, un homme à la peau burinée et aux yeux tristes, rassembla son équipe. Ils avaient exploré les crevasses que Stéphane avait indiquées, descendant des caméras à des centaines de mètres dans la glace bleu-noire. Ils n'avaient rien trouvé. Le temps tournait à nouveau, avec un autre front de tempête qui approchait, rendant toute recherche au sol supplémentaire dangereusement risquée. Une réunion formelle fut tenue dans le lodge. Le chef des sauveteurs exposa les faits à Simona Kruger et Stéphane. Son ton est ferme. Ils avaient été épuisés et toutes les options viables. La probabilité de survie, après autant de temps, compte tenu de la chute et des températures extrêmes qui ont suivi, était nulle. Continuer la recherche serait risquer inutilement la vie de ces hommes. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs. La recherche de Petra Kruger était officiellement annulée. Simonac laissa échapper un son qui était à moitié sanglot, à moitié allaitement, sa dernière lueur d'espoir éteinte. Stéphane resta immobile, la tête baissée, ses mains bandées, serrées en poing sur ses genoux. Le rapport officiel indiquerait que Petra était présumée morte, son corps tragiquement irrécupérable, enseveli quelque part dans le vaste glacier indifférent. L'affaire était close. La montagne l'avait réclamée, et elle ne la rendait pas. Dans les mois et les années qui suivirent à la tragédie, les bords tranchants du chagrin commencent à s'émousser pour le monde extérieur, s'installant dans le flou de la mémoire. L'histoire de Petra Kruger devint un conte d'avertissement chuchoté parmi les passionnés d'alpinisme. Un rappel sombre de la suprématie de la montagne. Pour Stéphane Fischer, la récupération physique fut un processus lent et douloureux. Les engelures lui avaient dû coûter le bout de 2 doigts de sa main gauche, un rappel physique permanent de son épreuve. Pendant longtemps, il fut une figure hantée, son traumatisme porté comme une seconde peau. Il s'éloigna des montagnes, s'installant dans une ville loin de tout sommet en neige, et se jeta dans sa carrière d'architecte. Il parlait rarement de Petra ou de l'accident, et les amis apprirent à ne pas demander. C'était un chapitre clos, un coffre fort de douleur qu'il semblait déterminé à garder verrouillé. Lentement, la vie commença à se réassembler autour de lui. Il rencontra quelqu'un de nouveau, une femme gentille, qui connaissait son passé tragique, et le traitait avec un respect délicat. Pour tous ceux qui le connaissaient, Stéphane Fischer était un survivant, un homme qui avait regardé dans l'abîme et avait, par miracle, réussi à s'en sortir. Mais pour Simon Hacker, le temps ne guérissait pas. Il se calcifiait. Le récit officiel d'un accident tragique était une histoire qu'elle entendait, mais n'absorbait jamais vraiment. Dans la solitude tranquille de son appartement, l'affaire de la disparition de sa sœur restait grande ouverte. Le chagrin avait aiguisé son esprit en un outil médico-légal.
Elle avait demandé et reçu une copie du rapport d'incident officiel, et elle le lisait encore et encore, jusqu'à ce que les pages deviennent douces à force d'être manipulées. Elle avait les cartes de la recherche, les rapports météorologiques de ces jours fatidiques, et une copie imprimée de la déclaration officielle de Stéphane. Et un détail, un élément apparemment petit du récit, commença à accrocher dans son esprit, tirant sur le tissu de toute l'histoire. C'était la corde. Stéphane avait été clair dans son récit. Ils étaient encordés ensemble pour la sécurité sur le glacier. C'était une procédure standard, non négociable pour tous les grimpeurs expérimentés. Une ligne de sécurité relie deux personnes, garantissant que si l'une glisse, l'autre peut servir d'ancre. Simona, qui avait grimpé avec Petra de nombreuses fois, connaissait cela intimement. Elle rejouait le scénario dans sa tête 1000 fois. Si Petra, pesant plus de 60 kilos avec son équipement, avait soudainement plongé dans une crevasse, la force sur cette corde aurait été immense et violente. Ce n'aurait pas été une traction douce. Cela aurait été une traction catastrophique, assez puissante pour arracher Stéphane de ses pieds, pour le traîner sur la glace vers le même abîme. Au mieux, il aurait été laissé avec des brûlures de corde profondes, une épaule disloquée ou des ecchymoses sévères autour de son harnais. Au pire, il aurait été entraîné avec elle. Pourtant, dans sa déclaration, Stéphane décrivait avoir été tiré en avant et avoir réussi à chercher une prise. Ses blessures, bien que graves, étaient de toutes liées à l'exposition et aux engelures. Il n'y avait aucune mention dans le rapport médical de blessures compatibles avec l'arrêt d'une chute majeure. Comment s'était-il détaché de la corde de sa partenaire, qui tombait, au milieu d'un blizzard aveuglant, sans subir aucun des traumatismes attendus? Cette question commença comme un murmure dans l'esprit de Simona et devint un rugissement. C'était un détail qui ne correspondait pas, un engrenage qui ne s'engrenait pas dans le mécanisme de l'histoire officielle. Elle commença à passer des appels. Son premier fut à un vieil ami de Petra, un guide alpin expert. Elle posa la question hypothétiquement, sans mentionner le nom de Stéphane. Le guide fut sans équivoque. « C'est presque impossible », avait-il dit. « Pour arrêter une chute comme ça, vous devez vous jeter sur la glace, creuser avec votre piolet, vos crampons, tout ce que vous avez. C'est un acte violent et désespéré. Vous ne vous contentez pas de chercher une prise. La corde était votre bouée de sauvetage, mais c'est aussi une ancre potentielle qui vous entraîne vers la mort. Il aurait des blessures pour le prouver. » Armée de cela, Simona essaya d'apporter ses préoccupations aux autorités. Elle écrivit des lettres à l'agenda Armerie qui avait traité l'affaire, exposant sa logique avec des détails soigneux et précis. Les réponses étaient toujours polies, sympathiques et dédaigneuses. Un officier expliqua sur un ton patient que dans le chaos d'une tempête et le traumatisme de l'événement, les souvenirs deviennent peu fiables. Peut-être que la corde s'était cassée sur un bord tranchant de glace. Peut-être que Stéphane, dans son état de panique, avait mal mémorisé la séquence exacte des événements. Ils lui rappelèrent que sa condition physique était la preuve d'une véritable lutte de vie ou de mort sur la montagne. Ces questions étaient unotées, l'assurait-il, mais sans corps et sans nouvelles preuves, l'affaire restait close. Il la traitait comme ce qu'il croyait à un qu'elle était. Une sœur en deuil, incapable d'accepter l'absurdité d'un accident aléatoire, cherchant des modèles dans le chaos. Sa persistance devint à une source de friction silencieuse au sein de sa propre famille. Ses parents, dévastés par leur perte, avaient accepté la conclusion officielle. Ils trouvaient l'enquête silencieuse de Simona morbide, un refus de laisser Petra reposer en paix. Ils voyaient en Stéphane comme une victime également, un jeune homme qui avait aimé leur fille et avait presque péril avec elle. Le doux tranchant de Simona était quelque chose qu'elle était forcée de porter seule.
les années se transformèrent en une décennie, puis deux. Le dossier sur Petra Kruger fut déplacé d'un classeur à une boîte et de la boîte à un entrepôt d'archives profondes dans le sous-sol du poste de police. C'était officiellement une affaire non résolue, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle se réchauffe. En 2021, 19 ans après la disparition de Petra, l'enquêteur principal sur l'affaire originale, un homme nommé Kurt Bayer, prit sa retraite. Lors d'un petit rassemblement d'adieu, un jeune officier lui demanda quelles affaires l'avaient démarqué au cours de sa longue carrière. Bayer, un homme de peu de mots, fixa sa bière pendant un long moment avant de répondre. Il mentionna quelques cambriolages non résolus, un délit de fuite, puis il fit une pause. « La fille Kruger », dit-il, sa voix basse, « celle perdue sur le glacier en 2002. » Le jeune officier fut surpris. Mais c'était un accident, n'est-ce pas? Tragique mais simple. Bayer prit une gorgée lente. Sur le papier, oui, mais la sœur, elle appelait chaque année, pendant un certain temps. Elle était vive. Elle avait une question sur la corde, à laquelle nous n'avons jamais pu répondre à la satisfaction de quiconque. Pas vraiment. Il haussa les épaules comme pour le rejeter. Probablement rien. Dans les montagnes, des choses étranges se produisent. Mais c'était un fil lâche, toujours ressenti comme un fil lâche. Il laissa cela là, un commentaire fugace, né d'une intuition professionnelle qu'il ne pouvait jamais prouver. C'était la dernière fois que le nom de Petra Kruger serait officiellement mentionné pendant longtemps. Le dossier resta dans sa boîte, enterré sous 2 décennies de tragédies d'autres personnes, attendant que la montagne elle-même offre une nouvelle preuve, mais bien plus terrifiante. Pendant 20 ans, le glacier garda son secret. Il se déplaçait avec la puissance silencieuse et imperceptible du temps géologique. Une rivière de glace s'écoulant en descente à un rythme de quelques centimètres par jour seulement. L'endroit où Petra Kruger avait disparu était enterré sous saison après saison de nouvelles neiges, qui se compactaient en couches denses de névettes, puis finalement en bleu cristallin de glace glaciaire. Sa tombe était scellée, se déplaçant lentement mais inexorablement vers les parties inférieures de la montagne. Le monde changeait, la technologie évoluait, les gens vieillissaient, mais la glace restait. Une capsule parfaite et gelée d'un moment de terreur. Puis vint l'automne 2022. Ce fut une saison d'anomalies. Un été prolongé et brutalement chaud à travers l'Europe avait été suivi d'un automne qui refusait de céder au froid. Des températures records persistaient jusqu'en octobre, une époque où les Hautes-Alpes auraient dû recevoir leurs premières neiges abondantes. Au lieu de cela, le soleil battait sur les glaciers avec une intensité anormale. La glace, qui était en recul lent depuis des décennies, en raison du changement climatique, commença à fondre à un rythme accéléré et alarmant. Les conditions créèrent une tempête parfaite pour l'instabilité. L'eau de fond s'infiltrait profondément dans les fissures et les crevasses du glacier, lubrifiant la glace ancienne de l'intérieur. Haut sur une face reculée de la chaîne de montagnes, une face entièrement différente, née à des kilomètres de distance du cadran fouillé si désespérément en 2002, le point de rupture fut atteint. Cela commença par une fissure profonde et gémissante, qui résonna à travers les vallées vides comme un coup de tonnerre. Puis, avec un rugissement terrifiant, une section massive du glacier se libéra. Ce n'était pas une simple avalanche de neige, c'était un effondrement catastrophique de la glace elle-même. Des millions de tonnes de glace, de roches et de débris, une section de la montagne qui avait été stable pendant des siècles, lâcha prise. Elle cascada en bas de la pente, dans une vague tourbillonnante et broyante, raclant le flanc de la montagne jusqu'au substrat rocheux. L'événement était si immense qu'il s'enregistra sur les sismographes de la région,
un spasme géologique qui redessina de façon permanente les cartes de cette partie de la chaîne. Quand la poussière et les cristaux de glace se déposaient enfin, un nouveau paysage était né, brut et exposé. Le cœur bleu ancien de la montagne mis à nu pour la première fois dans l'histoire humaine. Des semaines plus tard, une figure solitaire se frayait un chemin à travers ce terrain nouvellement modifié. C'était un skieur alpiniste nommé Léo, un homme local qui recherchait la solitude et le défi d'explorer les coins les plus reculés des Alpes. Il était attiré par le site de l'avalanche, fasciné par la puissance brute de l'événement et l'opportunité de skier sur un terrain que personne n'avait jamais touché. Il se déplaçait avec la confiance facile de quelqu'un qui connaissait les montagnes, ses skis glissant sur la surface cicatrisée et inégale de skis restés de la base du glacier. La scène était surréaliste. C'était un cimetière de glace avec des séracs colossaux de glace bleue ancienne, de la taille d'une maison, qui sortaient à des angles étranges entrecoupés de champs de gravats et de roches. C'est dans ce paysage étranger que Léo le repéra. De loin, c'était juste une éclaboussure de couleurs incongrues, contre la palette écrasante de bleu, blanc et gris. C'était un éclair de quelque chose de brillant, quelque chose qui n'appartenait pas là. Rose et violette, sa curiosité piquée, il orienta ses skis vers l'objet naviguant autour d'un grand bloc de glace. Alors qu'il s'approchait, les couleurs se résolurent en ce qui était clairement du tissu, déchiré et filoché, émergeant du bord d'une feuille de glace en fusion. Il s'arrêta, plantant ses bâtons et un frisson d'inquiétude parcourut sa colonne vertébrale. Ce n'était pas un déchet récemment jeté. C'était vieux, altéré, et s'était attaché à quelque chose. Il s'agenouilla, ses skis s'enfonçant légèrement dans la glace molle et culpulés par le soleil. Il tendit une main gantée et écarta doucement une partie de la neige fondue de surface. Le tissu faisait partie d'une manche de veste. Et émergeant de la manche, était la courbe pâle et indéniable d'un os. Léo recula, son cœur battant dans sa poitrine. Il regarda plus attentivement, ses yeux balayant la zone autour du tissu. Son souffle se coinça dans sa gorge. À quelques mètres de là, reposant partiellement submergé dans une mare d'eau de fonte au sommet de la glace, se trouvait un crâne humain. Il était blanchi et altéré, mais largement intact. Alors qu'il fixait, hypnotisé et horrifié, il en vit plus. D'autres os, des côtes et des vertèbres étaient éparpillés à proximité, fondant hors de leur prison de glace. C'était un squelette éparpillé et partiel offert par le glacier en dégel. Puis il vit la botte. C'était une seule botte d'alpinisme lourd et en cuir, d'un style légèrement plus ancien. Un crampon à sangle jaune était toujours attaché à sa semelle, ses pointes métalliques paraissant menaçantes même au repos. La botte reposait sur le côté, comme si elle avait été jetée de côté. Léo savait immédiatement ce qu'il avait trouvé. La montagne rendait l'une de ses âmes perdues. Sa formation prit le dessus. Il ne toucha rien d'autre. Il sortit son téléphone, ses doigts maladroits avec l'adrénaline. Il nota son emplacement exact, prenant plusieurs photos de la scène, sous différents angles, capturant la position du crâne, du tissu et de la botte les uns par rapport aux autres. La gravité de la découverte était immense. Il se tenait devant une tombe, une qui avait été cachée pendant des années, et il en était le premier témoin. Avec les preuves documentées sur son téléphone, il recula soigneusement, son esprit s'emballant. Son aventure solitaire venait de croiser la tragédie de quelqu'un d'autre depuis longtemps terminée. Il tourna ses skis vers le bas et commença la descente, l'image du crâne et du tissu rose vif gravée dans son esprit. Il devait le dire à quelqu'un. Il devait signaler ce que la montagne avait révélé. L'appel du skieur alpiniste envoya une secousse à travers la gendarmerie régionale.
La découverte de restes humains dans les Hautes-Alpes n'était pas un événement quotidien, mais ce n'était pas non plus inconnu. Les montagnes gardaient si de nombreux secrets, et les glaciers, en fusion, avaient rendu les corps de grimpeurs perdus, il y a des décennies, avec une fréquence croissante. La réponse initiale fut procédurale, presque routinière. Une équipe fut assemblée, comprenant des spécialistes médico-légaux et des membres de l'unité de police alpine, des officiers aussi à l'aise sur un mur de glace vertical que dans un bureau. Le trajet en hélicoptère vers les coordonnées fournies par Léo était tendu. L'ampleur même de la dévastation de l'avalanche était à couper le souffle, un témoignage de la puissance brute de la montagne. L'équipe atterrit aussi près que possible, puis fit l'approche finale à pied, leurs bottes craquant sur le terrain étranger de glace et de roches. Léo était là, ayant accepté de les guider, et il pointa l'endroit, son visage pâle. La scène était exactement comme il l'avait décrite, un tableau sinistre dressé sur le fond, époustouflant des Alpes. L'équipe médico-légale se mit immédiatement au travail, établissant un périmètre. Chaque mouvement était lent et délibéré. Ce n'était pas seulement une récupération, c'était une fouille archéologique d'une tragédie moderne. Ils photographièrent tout, documentant l'emplacement et l'orientation précis de chaque os, chaque morceau de vêtement, avant que quoi que ce soit ne soit touché. L'air était mince et froid, et les seuls sons étaient le clic des appareils photo, le murmure silencieux des instructions professionnelles et le goutte-à-goutte lointain de la glace fondante. Le tissu rose et violet était le premier identifiant clair. Un officier qui avait été un jeune gendarme dans la région pendant des années ressentit une lueur de reconnaissance. Il était trop jeune pour avoir travaillé sur l'affaire originale, mais il avait entendu les histoires. Kruger, dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. La fille de 2002, une vérification rapide de la base de données des affaires non résolues, au siège, confirma son intuition. Les vêtements correspondaient à la veste portée par Petra Kruger sur la dernière photographie connue d'elle. Alors que l'équipe travaillait soigneusement pour extraire les restes de la glace, un sentiment de bus sombre s'installa sur eux. Ils ramenaient finalement Petra à la maison. La nature dispersée des os était cohérente avec 2 décennies de mouvements glaciaires et la récente avalanche violente. Son corps avait été brisé par la pression immense et broyante de la glace au fil du temps. Ils collectèrent chaque fragment qu'ils pouvaient me trouver, plaçant chaque pièce dans des sacs de preuves stériles. La botte avec le crampon fut cataloguée et mise en sac séparément. Après des heures de travail minutieux, ils avaient récupéré ce qui restait de Petra Kruger. La nouvelle fut délivrée à Simona Kruger en personne. 2 officiers en civil arrivent à sa porte, leurs expressions douces. Quand ils lui dirent que les restes de Petra avaient été trouvés, Simonac ressentit une vague complexe d'émotions la submerger. Il y avait la douleur aiguë et renouvelée de la perte, mais en dessous, un profond sentiment de soulagement ancré dans l'âme. Pendant 20 ans, sa sœur avait été perdue dans une tombe gelée sans nom. Maintenant, elle avait été retrouvée. Il pourrait y avoir un enterrement, une pierre tombale, un endroit pour pleurer. L'incertitude qui l'avait hanté pendant la moitié de sa vie était enfin terminée. Mais ce sentiment de clôture allait s'avérer cruellement éphémère. Les restes furent transportés à l'Institut médico-légal régional pour examen par la pathologiste en chef, le docteur Elise Brandt. Le docteur Brandt était une professionnelle méticuleuse et sans fioriture qui avait tout vu de ce que les montagnes pouvaient y offrir à un corps humain. Elle commença son travail en s'attendant à documenter les fractures et traumatismes compatibles avec une longue chute dans une crevasse, suivie de 2 décennies d'écrasement dans un glacier. Elle disposa les fragments d'os sur la table d'examen en acier inoxydable. La première chose qu'elle nota était le crâne.
Il était remarquablement bien préservé à certains égards, mais horriblement endommagé à d'autres. Alors qu'elle commençait son examen détaillé, un froncement profond hissa son front. Quelque chose n'allait pas. Les dommages n'étaient les pas aléatoires. Les chutes, même catastrophiques, avaient tendance à produire certains types de blessures. Fractures de compression massive, lignes de fracture rayonnantes, à partir d'un seul point d'impact majeur. Les dommages au crâne de Petra étaient différents. Le docteur Brandt identifia plusieurs points de traumatisme distincts. Il y avait plusieurs petites blessures par perforation presque circulaires qui avaient percé le crâne, concentrées sur le dessus et l'arrière du crâne. À côté de ces perforations se trouvèrent des zones plus grandes et brisées, comme si l'os avait été écrasé vers l'intérieur par des coups répétés et ciblés. Elle prit une loupe, son attention s'intensifiant. Ce n'étaient pas les blessures de chaotique d'un corps tombant dans un gouffre glacé, c'était de la violence ciblée et modelée. Les blessures par perforation, en particulier, étaient d'une régularité glaçante. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de faire passer une pointe à travers l'os. Elle croisa les dommages avec sa vaste base de données de blessures traumatiques. Cela ne correspondait pas aux chutes, de Pierre, cela ressemblait à une agression. Le docteur Brandt interrompit son examen et se dirigea vers une table séparée, où les preuves récupérées sur la scène étaient disposées. Elle regarda les vêtements en lambeaux, le sac à dos usé, puis ses yeux tombèrent sur la botte et son crampon attaché. Elle fixa les pointes d'acier acérées, 12 pointes conçues pour mordre dans la glace solide. Elle retourna au crâne, son esprit s'emballant. Elle prit un pied à coulisse stérile et mesura le diamètre de l'une des blessures par perforation. Puis, elle retourna et mesura le diamètre d'une pointe de crampon. Les chiffres étaient une correspondance presque parfaite. Une terreur froide la submergea. Elle comprenait maintenant le schéma de violence. Les blessures par perforation provenaient à des pointes acérées du crampon. Les blessures par écrasement provenaient du cadre du crampon piétiné ou claqué avec une force immense. Petra Kruger n'était pas morte dans une chute accidentelle. Elle avait été battue à mort et l'arme du crime était l'équipement d'alpinisme le plus basique et essentiel. Le docteur Brandt prit son téléphone et passait à un appel qui changerait tout. « Ce n'est pas un accident », dit-elle à l'enquêteur principal sur la nouvelle affaire. « C'est un homicide. » La révélation envoyait des ondes de choc à travers le département. Le dossier poussiéreux et vieux de 2 décennies sur Petra Kruger fut rouvert avec une nouvelle urgence terrifiante. L'enquêteur principal, un détective vif et intuitif nommé Thomas Ziegler, se concentra immédiatement sur les preuves. Il consulta les photos de la scène de crime que Léo avait prises aux côtés des clichés médico-légaux officiels. Il fixa la botte, puis il consulta le dossier de 2002, cliquant sur la photo numérique envoyée par les touristes allemands. Il plaça les images côte à côte sur son moniteur. À gauche, un Stéphane Fischer souriant ses pieds chaussés de lourdes bottes d'alpinisme, avec des sangles jaunes distinctives sur les crampons. À droite, la botte unique trouvée à des kilomètres de là, avec les restes de Petra. Sa sangle jaune décolorée, mais indéniable, c'était la même marque, le même modèle. Mais il y avait plus. Il regarda les informations de taille enregistrées par l'équipe médico-légale. La botte était une taille européenne, 45. C'était une botte d'homme. C'était la taille de Stéphane. Cela ne pouvait pas être celle de Petra. Une nouvelle théorie horrifiante commença à se former. Un récit bien plus sombre qu'un simple accident. L'emplacement du corps à des kilomètres de l'endroit où Stéphane prétendait que l'accident s'était produit. La nature des blessures. Et maintenant, la présence d'une botte qui ne pouvait appartenir qu'à Stéphane trouvait juste à côté de ses restes. Cela suggérait une confrontation, une attaque,
et un tueur qui avait en quelque sorte perdu une pièce de son propre équipement dans la lutte violente ou ses conséquences. La montagne n'avait pas seulement rendu un corps, elle avait préservé une scène de crime. Et elle pointait directement vers un homme. Le rapport du médecin légiste atterrit sur le bureau du détective Thomas Ziegler avec la force d'un acte d'accusation. Les mots « homicide »,« traumatisme contondant » et « blessures à modeler compatibles avec un crampon utilisé comme arme » transformèrent une tragédie vieille de 2 décennies en une enquête de meurtres actives. Le dossier sur Petra Kruger, autrefois une relique poussiéreuse d'un accident présumé, était maintenant au centre d'une tempête d'activité. Il n'y avait aucun doute sur la principale et unique personne d'intérêt, Stefan Fischer. Ziegler était un homme qui faisait confiance au processus. Il commença par construire une chronologie exposant les faits de 2002 contre la réalité nouvelle et brutale de 2022. Les divergences étaient flagrantes. L'emplacement du corps était l'incohérence la plus accablante. Les glaciers bougent, mais pas de la façon dont Stefan en aurait besoin. Ziegler consulta une équipe de glaciologues, qui confirmèrent que pour que le corps de Petra se retrouve sur le site de découverte, elle aurait dû tomber dans une crevasse sur une partie complètement différente de la chaîne de montagnes, à des kilomètres de l'endroit où la recherche officielle de 2002 avait été concentrée sur la base du propre témoignage de Stefan. Il avait envoyé les sauveteurs sur une fausse piste. La question était « pourquoi ?» La réponse semblait terriblement évidente pour s'assurer que Petra ne soit jamais retrouvée. L'enquête sur Stefan Fischer commença discrètement au début. L'équipe de Ziegler devait savoir qui il était maintenant, pas qui il était il y a 20 ans. Il découvre qu'il était un architecte à succès, partenaire dans un cabinet prestigieux à Hambourg, à des centaines de kilomètres des Alpes. Il était bien respecté, vivant dans une maison minimaliste et moderne avec sa petite amie de longue date, une paysagiste nommée Anja. Il était, selon toutes les apparences extérieures, un homme qui avait réussi à compartimenter son passé, un pilier de sa communauté. Ziegler savait qu'il devait procéder avec prudence. Il avait besoin de plus qu'une théorie et d'une botte vieille de 20 ans. Il avait besoin de quelque chose pour lier Stefan Fischer, l'architecte de 51 ans, aux événements de 2002. Il avait besoin de l'autre crampon. C'était un coup de dé. La plupart des gens ne garderaient pas d'équipement d'alpinisme vieux de 2 décennies. Mais les grimpeurs étaient souvent sentimentaux à propos de leur équipement, surtout l'équipement qui avait été avec eux lors de voyages importants et qui avait changé leur vie. Travaillant avec la police de Hambourg, l'équipe de Ziegler obtint un mandat de perquisition. C'était un mandat large, couvrant la maison de Stefan, son bureau et surtout une unité de stockage enregistrée à son nom à l'ancienne adresse de ses parents dans une banlieue voisine. Le raid fut coordonné pour se produire simultanément. Pendant que des détectives arrivaient au bureau élégant, au mur de verre de Stefan, une autre équipe, dirigée par Ziegler lui-même, s'approchait de la porte de rouleau discrète d'une installation de stockage de banlieue. La perquisition de la maison et du bureau de Stefan ne donna rien. Mais dans l'unité de stockage, parmi des boîtes soigneusement empilées de dessins architecturaux, de vieux meubles et d'articles ménagers oubliés, il le trouvait. Rangé dans le coin arrière, se trouvait un grand sac de sport robuste, recouvert d'une fine couche de poussière. À l'intérieur se trouvait une collection d'anciens équipements d'alpinisme. Piolets, mousquetons, cordes d'escalade décolorées et une paire de bottes en cuir usé. Et attaché à l'une de ces bottes était un seul crampon à sangle jaune. C'était le compagnon de celui trouvé sur le glacier. Le crampon fut soigneusement mis en sac et envoyé en express à l'Institut médico-légal. L'équipe là-bas cherchait quelque chose de spécifique, quelque chose qui ne pouvait être vu qu'au microscope puissant. Ils examinèrent dans les 12 points d'acier du crampon une par une. Sur 3 des pointes, ils trouvaient ce qu'ils cherchaient, des fractures de stress microscopiques
et des éclats métalliques infinitésimaux intégrés dans la surface. Un métallurgiste médico-légal fut consulté. Sa conclusion était glaçante. Les dommages n'étaient pas compatibles avec le grattage et les gratinures typiques de l'escalade sur roche et glace. C'étaient des dommages causés par des impacts répétés à haute vitesse contre une surface qui avait un certain rendement, mais était finalement dure, une surface comme l'os humain. Comparé aux éclats trouvés sur le crampon correspondant de la scène de crime, l'épreuve devenait un ensemble assorti, non seulement en marque et modèle, mais dans l'histoire même de violence que leur structure métallique racontait. Il était temps de parler à Stefan Fischer. La confrontation eut lieu dans une salle d'interrogatoire stérile dans un poste de police de Hambourg. Stefan avait été amené sous prétexte de devoir clarifier certains détails concernant les nouvelles découvertes dans l'affaire de Petra. Il entra avec l'air calme et légèrement las d'un homme qui s'était depuis longtemps habitué à être associé à une tragédie. Il s'assit en face de Ziegler, ses mains calmement pliées sur la table. Ziegler commence à doucement, récapitulant la découverte des restes, exprimant ses condoléances. Stefan hocha la tête, son visage un masque d'acceptation sombre. Puis Ziegler fit glisser une grande photographie brillante sur la table. C'était un gros plan du crâne de Petra, les blessures par perforation modélées clairement visibles. Le docteur Brandt, notre pathologiste, a trouvé ces blessures, dit Ziegler, sa voix neutre. Elle dit qu'elles ne sont pas compatibles avec une chute. Stefan fixa la photo. Pour la première fois, un éclair de quelque chose d'illisible traversa son visage. Pas de choc, pas de chagrin, mais autre chose. Le glacier, l'avalanche. Cela a dû arriver alors, dit-il, sa voix stable. Les rochers, la glace. Ziegler laissa le silence planer dans l'air, avant de pousser une deuxième photo sur la table. C'était la botte et le crampon reposant sur la glace où il avait été trouvé. Nous avons trouvé ceci près de son corps, dit Ziegler. Nos experts l'ont identifié comme une botte d'homme. Taille 45, votre taille, Herr Fischer. La composition de Stefan commença à se fissurer, un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Beaucoup de gens portent ces bottes. C'est une marque populaire. En effet, convint Ziegler. Mais ensuite, nous avons trouvé ceci. Il plaça un sac de preuves transparent sur la table. À l'intérieur se trouvait l'autre crampon, celui de son unité de stockage. C'était dans un sac avec votre ancien équipement. C'est le crampon correspondant. Stefan fixa le sac. Il semblait rétrécir dans sa chaise. La couleur disparut de son visage. L'endroit où elle n'a pas été trouvée est à des kilomètres de l'endroit où vous avez dit que l'accident s'est produit. Continuez à Ziegler, sa voix se durcissant. Les glaciologues disent qu'il est impossible que la glace l'ait déplacé aussi loin. Ces blessures n'étaient d'eau pas dues à une chute. Et votre équipement a été trouvé sur la scène. Vous nous avez dit que vous étiez encordés ensemble. Comment avez-vous survécu à sa chute sans une seule blessure de la corde? Comment votre botte s'est-elle retrouvée à côté de son corps? Comment son crâne s'est-il retrouvé avec des trous qui correspondent à vos crampons? Les questions venaient l'une après l'autre. Un barrage implacable de logique et de preuves, démontant l'histoire vieille de 2 décennies pièce par pièce. Stefan Fischer n'était plus un survivant en deuil. Il était insuspect dans une enquête de meurtre, acculé par le fantôme d'un crime qu'il pensait que la montagne avait enterré pour toujours. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il fixa simplement le crampon dans le sac, l'histoire qu'il avait racontée pendant 20 ans, se dissolvant en rien. La salle d'interrogatoire semblait sans air. Stefan Fischer était assis en silence, le poids de 20 ans de tromperie pesant sur lui. Son monde, soigneusement construit, bâti sur une fondation d'un seul mensonge tragique, s'effondrait sous l'éclat des lumières fluores récentes.
Pourtant, il ne confessa pas. Après un long silence tendu, il prononça 2 mots. « Mon avocat ». L'entretien fut immédiatement terminé. Mais pour le détective Ziegler et l'équipe de poursuite, le silence de Stéphane était aussi accablant qu'un aveu. Ils étaient au convaincus d'avoir leur homme. Les preuves, bien que circonstancielles, dressaient un tableau cohérent et horrifiant. Ils commençaient à assembler l'affaire qu'ils porteraient chez devant le tribunal. Un récit construit à partir de la science médico-légale, de la géologie et des doutes tranquilles et persistantes qui avaient hanté Simon Ackerger pendant 2 décennies. Les procureurs savaient que ce ne serait pas un combat facile. Une condamnation dépendrait de leur capacité à persuader un jury de croire une histoire qui n'avait pas de témoin vivant à part l'accusé. La défense serait redoutable. Ils soutiendraient dès que le passage de 20 ans rendait toute conclusion médico-légale peu fiable. Ils engageraient leurs propres experts, des glaciologues pour témoigner des forces imprévisibles et puissantes d'un glacier en mouvement, des métallurgistes pour prétendre que les dommages aux crampons étaient non concluants et auraient facilement pu être causés par une utilisation normale. Ils peindraient au Stéphane Fischer comme une victime, un homme qui avait subi une tragédie inimaginable et qui était maintenant retraumatisé par une équipe de poursuite, construisant un fantasme à partir de preuves ambiguës. Le doute raisonnable serait leur mantra. Pour contrer cela, l'équipe de Ziegler devait creuser plus profondément. Ils avaient au besoin d'un mobile. Pourquoi un jeune homme, apparemment amoureux de sa petite amie, commettrait-il un acte aussi brutal sur un sommet de montagnes isolées? La question renvoyait les enquêteurs dans le temps réinterrogant les amis et connaissances de Petra et Stéphane de 2002. Au début, les gens étaient réticents à dire du mal du passé. Le couple avait été rappelé comme vibrant, heureux, un match parfait. Mais alors que les enquêteurs sont des yeux doucement, armés de la nouvelle connaissance qu'il s'agissait d'une enquête d'homicide, des fissures commencent à apparaître dans cette image idyllique. Une ancienne collègue de Petra se souvint d'une conversation dans les semaines précédant le voyage alpin. Petra avait été inhabituellement discrète. Elle avait avoué que les choses avec Stéphane étaient redevenues intenses. Il parlait de mariage et de s'installer, mais elle se sentait étouffée. Elle avait admis en confidence qu'elle pensait à mettre fin à la relation. Elle avait espéré que le voyage dans les Alpes, un retour à l'activité qui les avait d'abord réunis, arrangerait les choses ou lui donnerait la clarté dont elle avait besoin pour partir. Un autre ami de leur club d'escalade se souvenait du tempérament de Stéphane. Il était charmant et charismatique, mais il avait une tendance possessive. Il décrivit un incident des mois avant le voyage où Stéphane s'était engagé dans une dispute publique et houleuse avec un homme qui flirtait innocemment avec Petra lors d'une fête. L'ami décrit vit la colère de Stéphane comme, passant de 0 à 100, un éclair soudain et choquant de rage qui était aussi rapidement supprimé qu'il apparaissait. Un mobile commença à se solidifier aussi vieux que le temps, jalousie et contrôle. L'accusation théorisa que la confrontation finale s'était produite sur ce plateau glaciaire. Peut-être que Petra avait choisi ce moment dans la beauté austère des Alpes pour dire à Stéphane que c'était fini. Une dispute éclata dans l'air mince, avec des émotions élevées. Son tempérament s'était enflammé. La violence qui s'ensuivit n'était pas à préméditer. Argumentait-il, mais une explosion spontanée de rage. Il avait utilisé ce qui était à portée de main, ou plutôt sur ses pieds. Il l'avait attaqué, et dans la lutte, sa propre botte s'était détachée. Il avait ensuite concocté l'histoire de la crevasse, un mensonge plausible dans un environnement où les accidents étaient de les courants. Il avait dirigé l'équipe de recherche vers le mauvais endroit, confiant que la montagne garderait son secret pour toujours. Ses engelures, son récit déchirant de survie, tout était réel. Mais c'était le résultat de sa propre fuite désespérée et paniquée après avoir commis un meurtre,
pas un accident. L'affaire circonstancielle était solide. Un réseau de preuves interconnecté. L'emplacement, les blessures, l'arme, le mobile, tout pointait vers Stéphane. Mais l'absence d'aveu ou de témoins directs signifiait que l'argument du doute raisonnable planait. Les procureurs et l'équipe de Ziegler débattirent de leurs prochaines étapes. Ils pouvaient l'arrêter maintenant et risquer un procès difficile, où ils pouvaient continuer à construire leur affaire, espérant trouver une autre preuve, un autre témoin du passé, qui rendrait sa condamnation certaine. Ils décidèrent d'attendre, de resserrer le filet, croyant que le temps était de leur côté. Ils plaçaient un Stéphane sous surveillance discrète, mais constant. Ils étaient confiants qu'il était piégé. Ils sous-estimaient ou son désespoir. La pression sur Stéphane Fischer était immense et invisible. Bien qu'il marchait libre, il était prisonnier de l'enquête. Il savait qu'il était surveillé. Il voyait les voitures banalisées garées dans la rue de sa maison, les mêmes visages inconnus apparaissant au café près de son bureau. Son avocat avait été franc. L'affaire circonstancielle était dangereusement convaincante. Bien qu'ils puissent la combattre devant le tribunal, le résultat était loin d'être certain. L'épreuve médico-légale du crâne, combinée à la découverte de son propre équipement sur la scène, créait un récit qu'un jury trouverait difficile à ignorer. Un acquittement était possible, mais une condamnation à vie était aussi. Stéphane vivait sur le fil du rasoir, le fantôme de Petra Kruger, plus proche qu'elle ne l'avait été en 20 ans. Lui et sa petite amie Anja devinrent de plus en plus reclus. Les rideaux de leur maison moderne, aux murs de verre, étaient dégardés tirés. Les amis qui appelaient trouvèrent leurs invitations poliment, mais fermement déclinées. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à un couple pliant sous la pression d'une blessure rouverte. En réalité, c'était une période de planification frénétique et secrète. L'accusation, construisant encore méticuleusement son affaire et se préparant aux complexités d'un procès basé sur des preuves vieilles de 20 ans, croyait l'avoir contenue. Ils étaient en train de sécuriser les rapports d'experts finaux et de planifier les présentations au grand jury. Ils estimaient que l'arrestation était à des semaines, pas des jours. Ce rythme méthodique, né d'un désir d'une affaire inattaquable, créa une petite fenêtre d'opportunité. C'était une fenêtre que Stéphane Fischer avait l'intention de franchir. Un jeudi matin, l'équipe de surveillance ne nota rien d'inhabituel. Anja quitta la maison pour le travail, la voiture de Stéphane resta dans l'allée. Ce n'est que tard le lendemain que les sonnettes d'alarme commencent à sonner. Un détective junior, examinant les signaux financiers de routine, remarqua une série de virements électroniques massifs. Les comptes personnels et professionnels de Stéphane avaient été systématiquement vidés au cours des 48 dernières heures, l'argent étant transféré à travers une chaîne complexe de banques internationales. Simultanément, un autre agent découvrit que la vente de leur maison, qui avait été discrètement sur le marché pendant 1 mois, s'était conclue 3 jours auparavant. La panique s'installa. L'équipe de Ziegler descendit sur la maison, cette fois avec un mandat d'arrêt nouvellement émis en main. Il forcera la porte pour trouver une maison étrangement vide. Ce n'était pas seulement vacant, c'était stérile. Il n'y avait pas de vêtements dans les placards, pas de nourriture dans le réfrigérateur, aucun effet personnel. Même les empreintes dans le tapis ou les meubles s'étaient autrefois tenues, s'estompaient. Ils étaient en partie depuis au moins 1 jour. Une chasse à l'homme frénétique et à grande échelle fut lancée. Des alertes d'aéroports et de frontières furent émises, mais il était trop tard. Les enquêteurs découvrirent rapidement la route d'évasion du couple. Utilisant des passeports secondaires qu'ils avaient été acquis des mois plus tôt, Stéphane et Anja avaient conduit vers un pays voisin. De là, ils avaient embarqué sur un vol, non pas depuis un grand hub international, mais un petit aéroport régional. Leur destination
était un important hub de transit en Asie du Sud-Est, un endroit connu pour ses villes labyrinthiques et ses frontières poreuses. Et de là, la piste se refroidit. Ils avaient disparu, se dissolvant dans l'anonymat grouillant d'un continent. Pour Simona Krieger, la nouvelle fut le coup final et dévastateur. La découverte du corps de sa sœur avait apporté une lueur de paix, la promesse de justice. Maintenant, cette promesse était arrachée. La fuite de Stéphane était un aveu en soi. Une admission claire de culpabilité dans le tribunal de l'opinion publique. Mais ce n'était pas la justice qu'elle avait attendue 2 décennies. Il n'y aurait pas de procès, pas de verdict, pas de moment de responsabilité où le monde reconnaîtrait formellement ce qu'il avait fait à sa sœur.